Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut, c'est Alexandra et Frédéric. Ça sert pas du tout à ça, quoi, mais n'importe quoi, Fred. On n'est pas du tout pro-armes, hein. En fait, on est juste, on déteste ça. Après, effectivement, je suis pro pistolet laser parce qu'en fait, c'est trop cool, mais bon, on a tous nos défauts. C'est juste que j'ai toujours adoré les trucs qui faisaient piou 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 piou. J'adore les oiseaux. Ça fait piou 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 piou. Je te jure, tu prends un oiseau comme ça, t'appuies, ça fait piou 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 piou. On est dans la... Mais Frédéric, okay, un peu de sérieux. Voilà. On est dans la boutique d'astronomie à Strasbourg, Enastros. Et aujourd'hui, alors on avait fait une vidéo avec Frédéric il y a quelques semaines sur le matériel astrophotographique qu'il possède. Et donc on va effectivement, c'est vrai qu'on cherchait un peu le sujet. Et dans cette recherche, on a trouvé quelque chose pour nous guider. Ok, tu couperas au montage. Non, non, moi je garde, c'est drôle, hein, voilà, il vous donne des indices sur, mais de toute façon ce sera en titre. Qu'est-ce que ça peut bien être? Franchement, dans le titre, je vais marquer... Mais qu'est-ce que ça peut bien être? O-T-I-L-I-N-E-D-T. On va commencer au niveau des accessoires que Frédéric possède, parce que c'est vrai qu'on avait fait la vidéo sur le global de son matériel, et on avait dit dans cette vidéo qu'on reviendrait un petit peu plus précisément sur les différents accessoires que Frédéric utilise sur son setup. Si jamais, je vous remets la vidéo en descriptif, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et de toute façon, sinon, elle est sur le site internet de Enastros, www.enastros.fr. Je rajouterai du coup la vidéo sur le premier accessoire qu'on parle aujourd'hui, le chercheur, et pas n'importe quel chercheur, c'est le chercheur guide ou la lunette guide. Alors Frédéric, tu avais commencé au départ par utiliser la ZF-30 avec une caméra guide à l'arrière. Hein, on va mettre une petite caméra guide. Là, c'est une 290 mm. Ah oui, la 290. En noir et blanc et c'est bien. La 224 fait aussi le taf. Il n'y a pas de souci là-dessus. Deux gros avantages dessus. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter à avoir... la caméra se vise directement dessus et elle s'adapte nickel. L'autre avantage, c'est la bague de serrage qu'on a là qui permet de garder une mise au point vraiment top, mais qui peut bouger avec le temps. Du coup, des fois, c'est un petit peu compliqué à régler la nuit. Tu l'avais eu, il me semble que c'était un peu dur, non, à dévisser? Ouais, la première fois, effectivement, là, on sent que ça résiste. Même pour la mise au point? Et surtout pour la mise au point. C'est vrai, la mise au point. Bon, bah, je vais pas la toucher parce que sinon, il faut que je la refasse, mais je vais la retoucher pour les bien fondés de cette vidéo. C'est normal, on peut avoir la bague rouge qui résiste, donc on n'hésite pas à la défaire et à la refaire. Ouais. Elle a cependant un petit défaut auquel j'ai été confronté, c'est que c'est pas toujours idéal pour vraiment l'aligner, et donc en tant que lunette guide, des fois, on peut avoir un peu de dérive par rapport à l'alignement parfait avec le télescope. Donc si on veut vraiment un alignement parfait, c'est un petit peu embêtant. Je trouve que c'est vraiment son seul défaut, je dois le souligner. Ça n'a pas forcément d'impact. Je me suis posé d'autres questions, mais je suis encore en train d'investiguer est-ce que c'est vraiment à cause de la lunette ou pas, mais je ne suis pas convaincu que ce soit à cause de la lunette. Je pense que c'est plus à cause de celui qu'il y a entre la lunette et l'azir. Ok. C'est-à-dire moi. Voilà. Avantage de plus, elle a le même capuchon en imprimante 3D que le S50. Le Sistar. Voilà, donc hop, quand vous cherchez un cache parce qu'elle n'a pas de cache, donc elle peut potentiellement prendre la poussière ou l'humidité, donc avec des petites taches. Donc le capuchon, il y en a certains qui se font en imprimante 3D hein, sur Thingiver. Merci Philippe de nous en avoir fait. Je voulais revenir spécifiquement dans quel contexte on va utiliser une lunette guide, parce qu'une lunette guide, on en avait déjà parlé dans la vidéo principale, mais elle va vous permettre de corriger les imperfections de suivi afin de recentrer l'étoile sélectionnée pour avoir finalement un suivi parfait sur l'astre que vous avez ciblé dans votre caméra ou APN principale. Exactement. La lunette guide, pour résumer, hop, elle regarde son champ, elle a un champ beaucoup plus large, elle va trouver entre 1 et 3-4 étoiles, selon ce qu'il arrive à faire. Et donc, avec le suivi, hop, elle regarde l'étoile et ça regarde comment cette étoile, elle dérive, soit en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite. Et hop, ça envoie des petites informations à votre ASIR, à votre PC, à ce qui gère l'autoguidage. Dans tous les cas, ça finit chez PHD2. Et, ce qui est vrai, hein, c'est, voilà, quand on est leader sur un marché,
gratuit, bah, on le reste, voilà. Parce que merci encore, voilà, PhD2, changer la vie de ceux qui faisaient de l'astronomie, c'est vraiment important. Oui. Et hop, ça envoie les correctifs, hop, 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 et on va avoir ça avec... donc on reviendra plus tard sur réellement le réglage de la lunette guide sur l'ASIR par exemple. Oui. Mais on va s'assurer. On parlera en fait de l'ASIR parce que c'est une vidéo qui sera un peu plus longue. Ouais, sur laquelle il y a encore un peu de boulot, je l'avoue. La partie autoguidage, des fois ça marche bien et j'ai fait des super soirées avec un autoguidage, mais nickel. Et puis il y a encore quelques fois où je lance mon autoguidage et puis il me dit hey, je comprends pas. Dans ces cas-là, je refais complètement la calibration de l'autoguidage et ça revient dans les clous la majorité du temps. Sinon, je râle, je range mon matériel et je fais oh, je rentre à ma maison. Est-ce que l'autoguidage est obligatoire? C'est une question que j'ai déjà vu passer sur les forums. C'est une super question. La réponse va être non, mais. Ouais, non, c'est pas obligatoire. Et on va pas forcément le ressentir jusqu'à une trentaine de secondes parce que le suivi assure automatiquement avec la monture. Elle guide bien donc sur des périodes courtes, 30 secondes, des fois j'en ai vu monter jusqu'à même 2 minutes. Hein. Ouais. Même 2 minutes avec un truc super bien réglé aux petits oignons, avec une bonne config et tout ça, tout ça. Voilà, ça peut. L'autre chose, par contre, bah, le problème c'est que quand vous avez de la dérive comme ça et qui n'est pas compensée par votre lunette guide, et ben votre faisceau de lumière il fait ça, oui. Bon, pas beaucoup, hein, faut pas exagérer, là je suis vraiment en train d'abuser, mais généralement il fait une petite diagonale qui va dans le sens en fait de la rotation de votre monture. Enfin, si elle est en train de faire ça, vous allez voir que vos étoiles elles font ça, et vous faites ça, elle fait ça, et ça peut être vraiment gênant. Là c'est le moment où vous avez vraiment raté votre mise en station et il faut se remettre en cause sur la mise en station. Et c'est pas facile la mise en station, donc c'est normal aussi d'obtenir des... Sur des pauses courtes, on peut donc s'en passer. Sur des pauses longues, elle devient quand même majoritairement obligatoire. Voilà, sauf si on a une super monture aux petits oignons qui suit nickel. Ouais, on va pouvoir tenir, moi je... Enfin voilà. Faut vraiment bien s'y connaître. Hein. Voilà. Tu peux, dans tous les cas, en poste fixe. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que sans guidage, vous... Je vais dire à chaque fois parce que je vais avoir quelqu'un qui va me dire non, moi j'y arrive. Mais majoritairement, vous allez avoir des défauts sur les bords d'image. Parce que autant le cœur va pas trop tourner hein, ou pas assez pour que ça se ressente vraiment et vous allez pouvoir le rattraper avec votre stacking, avec votre série, vos corrections, machin. Par contre, sur les bords, ça se rate pas et bon, bah après, on peut accepter de se dire j'ai pris une photo, beaucoup de pixels, je reprends que le milieu. Voilà. C'est là où ça a vraiment commencé à se ressentir. Moi, je vais dire, la deuxième caméra, pas indispensable au départ, mais rapidement, ça va être votre copine, quoi. Donc, soit la caméra, soit le diviseur optique, mais un système d'autoguidage. Ou la 2600 AMC Duo. Effectivement. Voilà, je pense que Zwo va quand même généraliser les duos dans le futur. Ok. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je pense que rajouter un petit capteur, ça leur coûte pas super cher, ça fait vraiment une plus-value. Et ils ont lancé la voie avec la 2600 AMC Duo. Je trouve que l'idée est bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, eux, ils gagnent plus d'argent à vendre 2 caméras d'un coup plutôt qu'une caméra sûre et une autre peut-être si la personne décide de vendre. Oui. Voilà. Donc je pense que ça va généraliser. La lunette guide, toi tu la branches avec l'ASIR. Est-ce qu'on peut la brancher directement sur une monture pour l'utilisation de l'autoguidage? Non. Ah. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut brancher... C'est des questions que j'ai vu passer. Au niveau de la caméra, on peut avoir un câble ST4 qui va vers la monture. Mais la caméra toute seule, elle est rien. C'est juste un dispositif de visualisation. Elle est alimentée par le port USB. Donc le port USB, il faut bien qu'il aille quelque part de l'autre côté. Et il n'y a rien dans la monture. Donc soit un ordinateur, soit un ASIR. Et après, on a le choix. Soit on fait toute la route, ce qui est recommandé, même au niveau de PhD2, par l'USB. Soit on dit qu'on va passer par l'USB et qu'on va piloter par ce qui s'appelle du ST4, c'est le port que vous ne savez pas pourquoi vous avez un câble en plus avec votre caméra, bah c'est ça. C'est un port ST4 qui va sur la monture, sur le port autoguide, enfin... Autoguide. Ouais, autoguide de votre monture, voilà. Mais, je
je sais, pareil, je vais pas forcément faire des copains, mais je vous jure qu'au niveau de PHD2, je l'ai lu à un endroit qu'il valait mieux ne plus utiliser cette méthode parce qu'en fait, on envoie des impulsions qui sont moins performantes en fait que de repasser par l'USB, de l'envoyer par l'USB. Alors oui, c'est l'USB qui simule du série, je sais, mais quand même, voilà. Donc j'ai pas été fouiller le fond du fond, j'ai pas été faire de tests de performance. D'un autre côté, c'est un peu dommage d'utiliser un câble pour aller à la caméra, un câble pour aller à la monture et un autre câble pour aller à l'autre caméra, ça vous fait un câble de plus. C'est un choix, mais voilà. Mais ça existe, c'est possible de passer par la caméra et d'auto-guider en ST4. Ouais. Donc ça veut dire que si moi maintenant je commençais l'astrophotographie, j'ai une monture et je voudrais commencer à acheter mes premiers accessoires, il vaudrait mieux que je parte sur un ASIR qu'une lunette guide, mais pour avoir un peu la prise en main de l'ASIR pour envisager d'aller sur une lunette guide plus tard. Ça va dépendre du niveau de geekitude ou de poste fixe de la personne. Je veux dire, je suis chez moi, j'ai un super jardin, je peux m'installer un espace fixe avec une rallonge de 30 mètres et je sais que je vais toujours observer là. Je vais me poser la question, tiens, je vais utiliser Nina et donc mon ordinateur, pouf, j'ai ma caméra guide, je me branche, mais et là je vais faire mon truc. Okay. Dans tous les cas, il va falloir se décider là-dessus. Quand on va être plus nomade, moi j'aime vraiment l'ASIR. Il y a d'autres solutions qui existent, c'est pour ça que je dis selon le niveau de geekitude, on va pouvoir installer soi-même une distribution Linux sur un Raspberry Pi pour pouvoir faire le guidage. Salut Philippe, voilà. Et la deuxième fois qu'on dit coucou à Philippe. Ouais, non, mais par rapport effectivement à l'AstroPiBox, ouais, je crois que c'est ça, voilà. Ouais. Donc ça va être aussi bien. Mais moi j'ai fait des tests avec une tablette et c'est vrai qu'en nomade, la tablette avec Nina qui tire sur les ports USB 3, bah, la batterie elle descend mais comme une piste en montagne. Et derrière on est là à se dire comment je recharge, tiens je vais la recharger avec le port 220 de ma batterie. Ouh, bah, donc je prends une batterie, je fais du 220 pour sortir du 19 volts 10 ampères ou un truc comme ça, je me fais déglinguer quoi, clairement. Donc c'est transformer pour transformer pour transformer. Pour le nomade, j'irai plus effectivement sur des solutions qui sont faites pour le nomade. On peut aussi partir sur des mini PC et faire du remote avec son téléphone ou avec sa tablette. Mais là encore, ça demande, voilà, ça dépend. Donc si on veut pas s'embêter, solution de base qui peut très bien marcher, l'ASIR ou d'autres boîtiers parce qu'il y a aussi un peu de concurrence. Voilà, il n'y a pas que Zwo. Zwo fait du super boulot parce que bah, la caméra, Zwo, ils se sont fait connaître. Donc du coup, bah, une fois qu'on a Zwo, on se dit tiens, bah, on va prendre Zwo. Surtout que c'était cloisonné, ils sont en train d'ouvrir l'ASIR à d'autres marques, d'autres caméras. Voilà, donc c'est en train de, mais c'est pas encore le cas. Même pas si sûr que ça parce que voilà. Donc ça serait quand même à tester, Ils en ont parlé récemment. Oui, mais bon, après c'est les mêmes capteurs chez tout le monde. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que le même capteur, il n'en arrive pas à le piloter de la même manière. Voilà. Donc on en arrive là. Toi, tu as changé récemment? Ouais, alors j'ai changé récemment pour une raison, pour la lunette guide Skywatcher. Après j'ai changé. C'est un chercheur en fait, à la base. C'est la 8x50. C'est la 8x50. Un chercheur de base qu'on peut utiliser en visuel, sur laquelle on dévisse l'arrière et où en fait on a une bague d'adaptation. Et on a ici la 224. Ouais, la 224, pareil, une caméra. Alors, une caméra. L'avantage sur celle-là, c'est principalement que je peux recentrer facilement. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? C'est parce que j'ai testé un système où c'est la lunette guide qui fait tout le positionnement du télescope. C'est-à-dire que j'utilise plus le GoTo, j'utilise vraiment que la lunette avec un ASIR mini. Donc là, le besoin, si je veux avoir un visuel qui est centré, c'est que j'ai une lunette guide qui est super centrée. Elle sert plus de guide, elle sert de principale. Et par occasion, je la prends pour en faire une lunette guide sur... voilà. Donc je fais un peu ces tests-là. Et c'est pour ça que j'avais pris celle-là, qui, pour le départ, va être bien. Parce qu'elle grossit plus. Elle grossit plus, c'est une x50, donc, mais elle est plus lourde aussi. Oui, elle réduit le champ d'observation sur l'étoile ciblée. Donc ça permet d'avoir en fait une étoile beaucoup plus centrée. Et c'est vrai que je l'ai testé aussi parce que dans mes problèmes de guidage, j'avais quand même des doutes sur le fait que, ayant une zone absolument fabuleuse en termes de pollution lumineuse à Strasbourg, attention, ironie inside, sarcasme plus, voilà, bah, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, ma lunette, une moins de lumière, quoi, qui rentre. Donc c'est vrai que quand on est dans des... Les problèmes que j'ai eu, c'était principalement à Strasbourg, parce que quand je l'ai testé en dehors, je les ai pas eu, ces problèmes-là.
Donc je me suis dit, tiens, si ça se trouve pour Strasbourg, elle est peut-être un petit peu limite. Et c'est vrai que quand je regarde la partie autocalibration, bah, j'ai pas forcément toutes les étoiles du monde qui apparaissent. Et j'en ai un peu plus dans une 8x50 qui arrive dedans. Voilà, ça fait partie un peu de mes tests. Elle est tout aussi facile à régler. À ma grande surprise, en fait, j'avais peur que la bague bouge plus que ça. Mais ça va, elle est stable, quoi, la mise au point de la 8x50. Elle est assez molle pour qu'on puisse la faire facilement et assez dure pour pas bouger. Ok. Voilà. Bon. Et il y a les deux petites vis de centrage qui vont énormément aider. Voilà. Oui, parce que là, tu l'as pas. En fait, tout va se jouer sur le support du chercheur. Ouais, ça va être le support, mais elle est vraiment dédiée à être lunette guide. Donc en fait, bon, c'est important qu'elle soit droite, mais c'est pas critique. Alors que celle-là, je l'avais destinée à être une lunette principale, entre guillemets. Donc là, c'était un peu plus primordial de pouvoir vraiment la centrer. Ok. Voilà. Cool. Donc c'était un petit peu le tour de tout ça, le tour de la question. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu souhaiterais ajouter? Ouais, une autre chose que j'aimerais ajouter, donc oui, on n'est pas obligé de prendre une lunette guide. On peut prendre aussi un OAG, attention, donc Off-Axis Guider, donc le diviseur optique, c'est pour ça que vous aurez souvent le terme. Attention aussi, quand on n'a pas beaucoup de lumière qui rentre, une petite lunette, on peut avoir vraiment pas beaucoup de lumière, vu que ça prend une partie de la lumière, sur ce diviseur optique. Donc, il faut réfléchir vraiment à la chose. Moi, je recommande vraiment pour le petit matériel jusqu'au 150, même, 750, ah ouais, hein, enfin voilà. Oui, pour tout ce qui, par exemple, si vous avez une 62, 72, 80... Si vous avez un truc qui est pas trop lourd à mettre sur une lunette qui va tenir 5 kg, donc qui ne sera pas impacté énormément, prenez la lunette. L'avantage, si vous avez un problème un soir, ben, vous réglez et puis voilà. Après, pour des plus gros diamètres, ça devient plus compliqué parce que plus le diamètre est gros, plus la focale est grande. C'est pas forcément lié, mais plus la focale est grande, c'était une virgule. Et plus il vous faut une lunette guide qui va garder un champ suffisamment large pour qu'un mouvement dans la lunette guide soit cohérent par rapport à un mouvement dans le télescope principal ou la lunette principale. Oui. Donc là, effectivement, la possibilité d'aller sur un diviseur optique, c'est une bonne solution parce que si on commence à mettre une 80 ED pour guider un 250, F4, voilà, pour 250 000 bien lourd, il va falloir mettre quand même une 80, quoi, par exemple, pour pouvoir, enfin peut-être une 80, j'ai pas le calcul en tête, mais l'idée est là. Et là, on va commencer à avoir j'ai vu des gens utiliser des 80 ED pour faire de l'autoguidage. Oui, et ça marche très bien. Voilà, mais effectivement, on commence à avoir du poids, et là, on commence à se dire, tiens, peut-être qu'un diviseur optique, vu que j'ai un plus gros diamètre, j'ai beaucoup plus de lumière, donc une petite portion de cette lumière, ça sera cool. Voilà. C'est là où ça va jouer, mais j'irai pas forcément sur le diviseur optique pour des petits instruments au départ. Super. Merci. Je voulais aussi du coup partager voilà, cette petite expérience. C'est principalement Frédéric qui utilise la lunette guide, vous l'aurez compris. Alors Alexandra, elle aime le visuel et elle adore les livres. Ouais. Moi, j'adore le visuel aussi, mais j'aime beaucoup moins les livres. Je les lis, hein, c'est pas la question, mais je lis plein de documentation et tout. Et puis j'adore l'électronique qui fait bip 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 bip. Voilà, comme le cucuy des oiseaux tout à l'heure. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais utiliser ça en lunette guide avec un ASIAR Mini, parce qu'en fait, l'avantage, quand on fait un go-to et qu'on doit tourner son télescope, parce que ça arrive, il faut tourner le tube parce que c'était tout pourri, enfin, on a pris quelque chose qui était en bas et puis on a mal positionné son oculaire et on est obligé de tourner. Mais une fois qu'on a fait ça, le go-to est moins précis. Donc, c'est embêtant. Alors qu'avec la solution ASIAR Mini plus lunette guide, en fait, même si on tourne le tube, il suffit de lui dire de retourner à la position. Comme il fait un plate solving pour faire son centrage, pouf, il corrige et on est à nouveau centré. Frédéric, j'y reviendrai plus tard. Attendez, parce que Frédéric, il a cité à plusieurs reprises un ASIAR Mini. Ouais, j'ai aussi un ASIAR Mini. Que tu n'utilises que pour la lunette guide. Hein, il n'utilise pas l'ASIAR Mini en ASIAR principal, puisqu'il a l'ASIAR Plus en fait pour tout le contrôle du reste. Mais comme dit, on en reparlera dans la vidéo sur l'ASIAR Plus et on rajoutera l'ASIAR Mini sur son utilisation. Aujourd'hui, c'était principalement ça. Alors, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient se dire dans cette vidéo, mais on est plusieurs à faire des vidéos sur YouTube. Il faut aller voir les informations chez nos très chers amis qui font également des vidéos, ou même sur les forums WebAstro, AstroSurf. Il y a pas mal de choses. Chacun, c'est très... Ça fait des oreilles de la part de ouf. Je n'arrive pas à me concentrer. C'est propre à chaque setup, donc à chaque ensemble de matériel de chacun. Donc nous, c'est l'expérience qu'on a, que Frédéric a principalement. Mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses. Voilà, on voulait vous faire ce petit retour aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Voilà, je sais que vous l'appréciez, Frédéric. Il fallait absolument qu'il revienne ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Bien joué. Pour soutenir notre travail, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. Et puis si vous suivez Enastros, vous suivez Frédéric en même temps. Voilà, il est là en backup, il est derrière la porte. Toujours. Voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous. À bientôt. Salut.